de recherche, moi je suis arrivé à ce constat que pour moi l'altruisme est devenu une évidence. Euh, que c'est vraiment la voie et de manière pragmatique, puisque quand on le vit, quand on l'expérimente, on voit bien sûr que les effets sont totalement différents. D'ailleurs, dans le dernier livre que j'ai écrit, je dis maintenant qu'on a essayé l'égoïsme, on va peut-être essayer l'altruisme et on pourra faire la différence. Donc, voilà. Et justement, moi, ma question, c'était de te demander comment toi, justement, t'es arrivé à ce constat aussi que l'altruisme était le chemin. C'est un des chemins pour Oui, moi, c'est un des mais moi chemins, bien sûr. je ressens ça depuis que je suis petit. Enfin, je sais pas, j'ai une sorte de pulsion, de tendance à être plutôt dans l'altruisme. Mhm. Alors, petit, on me considérait comme un gentil. Méfie-toi, tu verras, Oui. ça va t'amener des problèmes. Mhm. Et puis j'ai plus tendance à premier abord à être dans la confiance, Mhm. voire l'altruisme, la générosité, et après me méfier. Mhm. Et j'ai rencontré, moi j'ai appris que dans la vie, il y avait aussi des gens qui sont d'abord dans la méfiance et puis ils s'ouvrent. Mhm. Voilà, mais après, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et puis, au contact du monde, du monde vivant, en fait, des plantes, des animaux, etc., depuis petit aussi. Mon côté naturaliste m'a montré qu'il y a de tout dans les êtres vivants, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de comportements de coopération, Mhm. et que finalement, le fait de voir tout ça chez les autres qu'humains, les non-humains, Mhm. ça renvoie en miroir, un miroir, une image de notre société déformée. Mhm. Qu'est-ce qu'on s'est raconté? Qu'est-ce qu'on m'a raconté depuis que je suis petit? La loi de la jungle, la loi du plus fort. Et finalement, et si c'était des histoires? Et donc j'ai creusé, j'étais allé voir les philosophes, les historiens, je suis remonté, j'ai remonté le temps, et puis voilà, j'ai essayé de comparer, de chercher, de voir quelle était la mythologie derrière tout ça, qu'est-ce qui était la part de vrai, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a de la compétition aussi Mhm. dans le monde vivant et chez les humains, ça existe. Il y a de l'agression, il y a des massacres, il y a de l'agressivité et de la violence. Et dans le monde vivant aussi, par exemple, les lions chassent et massacrent des animaux. Alors ils le font à échelle raisonnée, pas comme les humains à Et l'échelle pour, et industrielle, pour survivre. pour survivre, pour vivre, hein, pour manger, ça fait partie de leur vie. Et à côté de ça, les lionnes coopèrent pour chasser, Mhm. pour garder les petits. Il y a toujours un peu les deux, donc c'était rééquilibrer un petit peu euh, une vision du monde. Et pas du tout prendre exemple sur le vivant pour en faire un Mhm. modèle, c'est pas ça ma démarche, c'est un petit peu ouvrir le tableau, voir tout ce qui existe et respirer, quoi, se rendre compte que on se raconte des histoires. Mhm. Alors, tu parles beaucoup de l'entraide, du côté positif, mais comment est-ce que toi, tu vis aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur la planète? C'est-à-dire que là, si on commence à regarder sur un angle beaucoup plus négatif, parce qu'aujourd'hui, les chiffres donnent 60 milliards d'animaux tués juste pour qu'on puisse manger. Si on rajoute les poissons, ça fait 150 milliards. Donc c'est des chiffres qui sont assez effrayants. Euh, je ne me trompe pas, hein, ou le chiffre est encore plus grand que ça. Ouais, ça me fait rire parce que c'est fou, Oui, c'est c'est fou, hallucinant quand même. c'est fou. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que toi, en tant que personne, c'est-à-dire là, je parle de Pablo lui-même, comment est-ce qu'il vit quand il voit tous ces chiffres, quand il voit Ah non, la destruction massive de la les planète? chiffres sont hallucinants, les chiffres, que ce soit biodiversité, climat, pollution, enfin c'est vraiment fou, c'est fou. En Ouais. fait, s'intéresser à ces chiffres, les comprendre, ça rend fou. Hmm. Et ce qui est terrible, c'est que les ignorer, ça rend fou aussi. Et on en est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est c'est la dimension de ces chiffres. Le fait qu'on est passé à des échelles industrielles et qu'on a séparé, voilà, on s'est séparé de l'action. Et c'est le même phénomène dans la guerre que le soldat qui a la baïonnette, il a du mal à tuer quelqu'un. C'est vraiment quelque chose de très dur d'apprendre à Hmm. un être humain à tuer un autre être humain. C'est une formation de plusieurs années, c'est vraiment très dur. Et versus le pilote de bombardier qui est très loin dans son petit cockpit confort, et puis il a juste un bouton et il voit aucune conséquence des, C'est des ça. corps broyés, du sang partout, des familles déchirées. Et cette distance que permet l'industrialisation, c'est ça le danger. C'est qu'on a déshumanisé les rapports.
Et moi, je pense je sais pas, au peuple premier qui lorsqu'il tuait ou faisait un sacrifice, le faisait dans des bonnes proportions, c'est-à-dire pour nourrir leur famille, pour vivre avec un respect, avec aussi un langage. Ils ne considéraient pas la nature extérieure aux humains, c'était pas Mhm. séparé, ça fait partie de la vie, des cycles, et avec un respect qui, pour moi, force l'admiration. Je trouve ça assez beau, et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis juste qu'il y a une différence entre Mhm. cette approche et les meurtres de masse. Peut-être qu'il y a un juste milieu, j'en sais rien. Bah, en fait, on n'est plus en contact aujourd'hui avec les conséquences de ces actes. Voilà, On voit plus, puisqu'on parle justement de la viande sous cellophane euh, dans le supermarché, mais on voit pas tout ce qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire les animaux qui ont été maltraités, qui ont été emmenés en cargo pendant 16 heures, sans manger, sans boire, avant d'aller à l'abattoir. Et puis tout ce qu'on fait aussi, comment on obtient les choses en fait. On se rend compte à quel point il y a une... Je crois que c'est toi qui parles d'ailleurs, un terme que tu emploies, tu dis on est hors sol. complètement. On n'est plus du tout en contact avec la réalité, en fait. On est dans une espèce de bulle. C'est assez amusant. Enfin, c'est pas amusant du tout, d'ailleurs. Mais ça rejoint assez ce qu'on entend de beaucoup de sages de différentes traditions, où ils disent le mental nous sépare complètement de la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de bulle complètement mentale, faite d'idées, Une bulle de confort d'idéaux aussi. et de confort aussi, Mais oui, dans lesquels on est enfermé dans des croyances et des croyances parfois complètement absurdes, qui sont complètement décalées par rapport à la réalité. Et y a même un sage qui était allé beaucoup plus loin en disant on est devenu et on est en train d'entrer dans... On devient schizophrène. On est véritablement complètement coupé. Le mental, c'est la schizophrénie en fait. C'est qu'on n'a plus de contact alors que avant, eh bien, on allait cultiver dans les champs, on touchait la terre, on était vraiment en contact. Quand il fallait tuer le poulet, ben, on vivait un peu aussi ce qu'il pouvait ressentir parfois. Les gens, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de... Moi, je vois une espèce comme de mécanisation de quelque chose de très froid. On est arrivé à inventer, moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Internet, une machine à broyer les poulets. Donc on met le poulet dans la hmm, machine vivant et il est broyé. C'est hallucinant quand même. c'est hallucinant, ouais, ouais. Bah après c'est vrai qu'on peut aller voir ce qu'on faisait avant parce qu'il y avait une autre échelle, peut-être Hmm. plus humaine, et mais c'est pas forcément aussi idéaliser le passé, voir ce qu'il y a de bon à prendre et puis voir Ouais, ce qu'on a créé de bon depuis, et au présent, il y a pas que des meurtres de masse, il y a aussi ouais. beaucoup de choses chouettes qui se passent. Oui, tout à fait. Il faut voir comment on peut raccorder ça. Moi, je pense au poulet sous cellophane dont tu parlais. Moi, je vois le poulet, etc., mais je vois aussi le cellophane. Hmm. C'est du pétrole, Tout c'est à fait. des énergies fossiles, c'est un camion qui est venu avec quelqu'un qui a conduit pendant des heures sur l'autoroute, le système autoroutier, c'est du goudron, de l'essence, c'est tout ça. Et finalement, nous, dans notre bulle de confort européen moyen, on a environ 400 esclaves énergétiques chacun, grâce au pétrole, pour nous nourrir, nous chauffer, etc., nous déplacer, nous instruire, avoir accès à de l'information. C'est l'équivalent en énergie de 400 esclaves qui travaillent Hmm. pour chacun de nous. Moi, j'ai 400 esclaves, toi, tu as 400 esclaves, chacun de nous a 400 esclaves. Et c'est énorme. Et ça nous donne un sentiment d'indépendance. Hmm. Moi, je suis un pharaon, toi, tu es un pharaon. On peut se dire, bah, je n'ai pas besoin de toi. On discute calmement, mais j'ai pas besoin de toi pour survivre, pour vivre. Et ça nous donne ce sentiment qui est toxique pour moi d'indépendance. Alors que, et les bouddhistes l'avaient bien On compris, parle tu de le sais sûrement, voilà, l'interdépendance, bien c'est sûr. l'interdépendance, le fait que tous les êtres Tout est vivants lié. sont liés, tout est lié, le passé, le futur, etc., donne beaucoup, je trouve, d'humilité. Oui, Humilité, exactement. humus, on revient Ouais, à la terre, on revient tout à fait. à quelque chose de plus modeste et à taille humaine, on redescend les échelles. Et ce que le pétrole nous a fourni, c'est l'abondance, c'est une échelle démesurée. Je pense qu'on va arriver, malheureusement, malgré nous, à des échelles plus petites. Hmm. Donc la question maintenant, c'est comment on gère ce retour à la normale, j'allais dire, plutôt ce retour Hmm. à la taille humaine. Hmm. C'est la grande question, et il y a un chemin intérieur, il y a un chemin extérieur, collectif, vraiment politique, très très sérieux. Et puis enfin, il y a beaucoup de questions. Il y a la question des luttes et la question du chemin
voilà, spirituelle, la question du... euh, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et ça aussi, ça rend fou. Oui. Il y a, moi j'aurais une question. Tu es père de famille, tu as une compagne. Comment est-ce que justement Pablo le compagnon, Pablo le père de famille vit ce qu'on est en train de vivre et comment il vit aussi, puisque toi, pour toi tu es convaincu qu'on va vers le fond autrement, en tout cas c'est une très très forte probabilité pour toi. Comment est-ce que tu le vis justement en étant dans ta position de père et de compagnon? Je sais pas trop, je le vis bien. Merci. Je le vis le plus aligné possible. Pour moi, essayer de ne pas être dans la dissonance cognitive. Alors c'est Hmm, toujours essayer parce qu'on a tous des bien paradoxes et sûr. des... Voilà, on vit dans un monde tel qu'il est, c'est difficile, mais euh, pour moi c'est d'être aujourd'hui dans le présent et d'agir au mieux possible sur ce que je souhaite voir Hmm, advenir. Basta. Je ouais. ne sais pas si ça va marcher. En fait, je m'en fous. Je sais pas si on a des chances d'y arriver. Peu importe, en fait. Parce que si on considère que la fin de tout est certain et qu'on n'y arrivera pas, enfin, va direct, on court au massacre. Si on est certain de ça, on fait rien. Hmm. Et si on est certain que ça va pas arriver et qu'on va continuer, On que va tout rien va faire non aller, plus. ben, on va rien faire non plus. Ce D'accord. qui est vraiment important, c'est la part d'incertain. C'est ça qui nous fait bouger. Et c'est ça qui nous maintient dans le présent. Il faut éviter d'aller se projeter trop dans le futur aussi. Et c'est assez délicat. Alors, vivre au jour le jour, pour moi, c'est difficile parce que je suis là avec mon ordi à faire des conférences, à prendre le TGV. Et puis en même temps, j'aimerais me débrancher du monde électronique, virtuel. Mais on m'appelle vers ça et ça a du sens aussi de faire ça. Et en même temps, me reconnecter. On est parti vivre à la montagne, on est Hmm, parti vivre, se rapprocher du sauvage pour donner ça aux enfants, pour faire du lien avec les non-humains, hmm. faire du lien avec le vivant, quoi. Et voilà, je suis pris aussi dans ces paradoxes et ces tiraillements comme la plupart d'entre nous, je pense. Et Pablo, il a un vœu pour l'avenir? Moi, j'aimerais que ça se passe le mieux possible et Hmm, franchement, dès qu'on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, j'ai une sorte de pulsion, c'est fais ce que tu peux pour hmm. prendre soin des autres et aider, quoi. Et je sais pas comment D'accord. le dire autrement. Mhm. C'est... Je te repose la question. Est-ce que toi ou est-ce que Planète Altruiste a un vœu par rapport à cette question justement des catastrophes? Alors, moi, j'ai un vœu très naïf. Je souhaite le bonheur pour tous les êtres. Mais je sais que c'est très naïf parce que la nature humaine, je connais assez bien la nature humaine puisque je fais de l'accompagnement plus de 30 ans. Je sais que la nature humaine est complexe et parfois même compliquée et que c'est assez... mais c'est une aspiration qu'on a puisque, comme j'ai fréquenté longtemps les bouddhistes, chez les bouddhistes, on a, ils ont ce qu'on appelle le vœu de bodhicitta. C'est l'aspiration au bonheur pour tous les êtres. Et le constat, c'est que si je veux que tous les êtres, si je veux apporter du bonheur aux autres, il faut que moi je réalise ce bonheur. C'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à nager aux autres et qui ne sait pas nager lui-même. Donc il faut d'abord qu'il apprenne à nager. Donc je dois réaliser ce bonheur pour moi-même. C'est-à-dire que je vais essayer d'en comprendre les causes. Quelles sont les causes du bonheur? Comment je les actualise? Et quelles sont les causes de la souffrance? Et comment je me libère de ces causes de la souffrance? Alors après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va être long. Je vais te faire un cours sur le bouddhisme et sur la nature de l'esprit. Mais on constate en tout cas que globalement, c'est que euh, la souffrance, on considère en état ordinaire qu'elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un me fait, par exemple, me lance une insulte, ça va me blesser, et je vais considérer que cette personne est la cause de ma souffrance. En réalité, la vraie cause de la souffrance, elle se situe au niveau de mon esprit, puisqu'en fait, qui a créé cette perturbation? Ce n'est pas l'autre. L'autre n'a fait que réveiller quelque chose qui était en moi. C'est-à-dire que cette blessure, ce que ça réveille en moi, c'est-à-dire que la colère, ça va réveiller de la colère, ça va réveiller toutes sortes de sentiments négatifs. En fait, ces sentiments négatifs sont créés par mon propre esprit et non pas par la situation extérieure. La situation extérieure n'a été finalement que le révélateur. Et donc je découvre que, en fait, alors je suis en train de répéter ce que disent les bouddhistes, mais c'est pas parce que j'ai appris par cœur ma leçon, c'est que j'en ai fait le constat, c'est que je réalise que
si j'arrive à me libérer de ces obscurcissements, ce que les bouddhistes appellent les obscurcissements mentaux, eh bien, si une personne, justement, profère une insulte à mon égard, ça ne m'affecte plus. Je vois que ça ne provoque plus de remous au sein de mon esprit. Et donc, je préserve ma paix. L'extérieur n'est plus une situation adverse pour moi. C'est au contraire, ça va même remplacer, après, à force, ça va développer une forme d'empathie et de compassion à l'égard de la personne qui est en train de m'insulter. Puisqu'en fait, si elle m'insulte, c'est parce que moi, par contre, ma position, mon attitude, ce que je représente à ses yeux, réveille quelque chose en elle. Et comment on fait avec cette attitude pour gérer ou pour voir, quand on voit toutes ces inégalités ou des choses insupportables au niveau de l'injustice, par exemple? Est-ce qu'on se dit c'est ma faute? Ou est-ce qu'il y a un mouvement pour aller changer le monde et s'organiser? Ben, pour reprendre l'exemple des bouddhistes, les bouddhistes considèrent que le monde, en fait, n'est que la projection de notre propre esprit. Il y a d'ailleurs un Américain, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, qui disait que notre vie n'est rien d'autre que le reflet de nos propres pensées. Le problème, c'est qu'elles sont ignorées par la conscience. Et donc on est sans arrêt en train de projeter. Je dis aujourd'hui d'ailleurs que la pire des pollutions, c'est pas celle qu'on déverse dans les océans, c'est celle qu'on déverse à l'extérieur et qui fait qu'on a créé ce monde. En fait, le monde, aujourd'hui, en tout cas on va dire, j'aime pas le terme spiritualiste, il faudrait essayer de trouver un autre mot parce que je trouve ça très laid. En tout cas, les personnes qui sont dans cette quête de réalisation, en fait, euh, considèrent que, en fait, le jour où l'individu trouvera enfin la paix en lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il sera libéré de tous ces obscurcissements mentaux, eh bien, va naître une forme de compassion, mais qui vient de sa nature. En fait, on dit que, dans le bouddhisme par exemple, on dit que la nature humaine, la nature fondamentale de l'être, est bonne. C'est-à-dire que, et on dit aussi que les sentiments négatifs n'ont pas de base valide, et les sentiments positifs ont une base valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature, elle, ultimement, est bonne. Fondamentalement, elle est bonne. C'est en fait ce qui l'empêche justement de se révéler comme tel, c'est justement toutes les croyances que l'individu a développées au cours de son histoire, de son existence, qui ont été transmises aussi de génération en génération, et dans lesquelles ils sont enfermés. Et c'est pour ça qu'on dit que justement, les sentiments négatifs n'ont pas de base valide, parce qu'ils sont fabriqués à partir de l'idée qu'on se fait de la situation. Donc on va, par exemple, on va développer une croyance, on va dire, je sais pas, tel individu, on va supposer qu'il nous prête des intentions, qu'il a eu telle ou telle attitude, mais on va pas aller vérifier si c'est vrai. Et on va se créer une croyance. Et ça va générer des sentiments négatifs. Et on va voir que ça va être vrai pour tout le reste. Et quand on arrive, par exemple, par la force de la méditation, justement, à ne plus se laisser hypnotiser par ses propres pensées, par ses propres croyances, et qu'on arrive à justement aller au-delà justement de ce mental bavard. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la religion chrétienne, on parle du diable. Le diable, ça veut dire le diviseur, celui qui nous sépare de la réalité. Et, euh, et dans le bouddhisme, on parle de l'ego. En fait, l'ego, c'est l'idée d'un moi qu'on se crée, auquel justement, et qu'on essaie de protéger de toutes nos forces. Parce qu'on est vraiment très attaché à l'idée de ce moi, et qui nous empêche justement d'être libre, et qui est fait de toutes ces croyances, de tous ces affects, etc. Et la pratique va nous amener justement à arriver à se libérer et arrêter à faire en sorte qu'il n'y ait plus euh, cette solidité en fait du sens du moi, et de petit à petit de l'ouvrir de plus en plus, et d'arriver à voir, à révéler ce que l'on est beaucoup plus profondément. Mais ça, c'est Pour l'approche. moi, c'est tout est nouveau là. Mais ravi de découvrir tout ça et Donc, c'est un autre chemin d'exploration pour oui, moi. mais ce qui est très intéressant, parce que j'ai plusieurs amis qui sont physiciens quantiques, et c'est très amusant comment on se rejoint, par exemple, sur les notions d'interdépendance, puisque dans la démarche, Mm. et pour un pratiquant, quand il pratique, il va voir presque par lui-même, en fait, que tout est interdépendant. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il manifeste, tout ce qu'il va avoir une conséquence, va avoir des conséquences. Dans le bouddhisme, on dit que la loi de cause et d'effet est patente. Et donc, on ne peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. C'est-à-dire que si je veux du bonheur, je ne peux pas continuer à fonctionner de la même façon et espérer avoir des résultats différents. Donc je vais être obligé de changer ma façon de penser, ma manière d'agir aussi, et ma manière de m'exprimer. Si par exemple je m'adresse à un public et que je suis agressif, je vais sentir un malaise dans le public. Par contre, si je parle avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, avec une autre, on va dire une autre énergie,
je vais avoir des résultats forcément différents. Mm. Et c'est là on va voir à quel point on est vraiment responsable de ce que l'on crée en permanence. Donc il faut vraiment se réapproprier ce sens de responsabilité, de se dire je suis responsable de ma vie, mais aussi je suis responsable de ce que je crée. Et que je peux créer tout à fait autre chose. Si je veux un univers différent, eh bien c'est à moi de le créer d'abord en moi-même. Et donc c'est là où on va petit à petit, par la pratique, découvrir à quel point on est sans arrêt en train de créer des univers. Et c'est d'ailleurs Épictète d'Éphèse qui disait que pour l'être réalisé, il n'y a qu'un seul monde, et pour l'être ordinaire, il y a autant de mondes qu'il y a d'individus. Donc le truc, c'est de sortir de cette bulle du mental, en fait. Vaste programme. Merci Benoît. C'est moi qui te remercie. En tout cas, j'étais vraiment ravi de cet échange, c'était vraiment plaisant et très instructif. Merci.